Avec vous sur Sud Radio pour le débat, pour les débats jusqu'à midi, avec aujourd'hui Judith Weintraub, oui, à peu près, grand reporter au Figaro Magazine, Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia. Bonjour. François Monboise, président de la FEVA, de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, et Régis de Castelnau. Alors là, je prends mon élan. Vous avez un blog Vue du droit, vous avez publié un livre, Une justice politique, aux éditions L'Artilleur, et vous êtes également membre de la rédaction de Front Populaire. Vous étiez hier au débat Zemmour face à Michel Onfray? Valérie, non seulement je n'y étais pas, d'abord je suis retourné dans ma province, Provence, c'est pour ça que je suis à distance aujourd'hui, mais non, je n'ai pas regardé non plus, je veux dire, je suis, assez contrarié par le phénomène Zemmour. Bon, on va évidemment en reparler parce qu'il y a un nouveau sondage, le 3e ou le 4e, réalisé par l'IFOP, notre ami Frédéric Dabi. Donc nous ne croyons qu'en Frédéric Dabi, et qui confirme. Non, mais il faut dire, j'avais eu moi d'autres sondeurs quand le premier sondage est sorti sur Zemmour, qui était un peu dubitatif sur les 15% d'Éric Zemmour. Et là, le sondage IFOP confirme cette tendance à la hausse pour Éric Zemmour. On va évidemment parler de l'Église, de l'enquête, de la commission d'enquête Sauvé, près de 200 000 victimes, enfin entre 170 000 et 270 000 victimes, et puis le pass sanitaire en entreprise, tous ces sujets avec vous. Coup de cœur, coup de gueule, tour de table, Judith, c'est un coup de cœur? Oui, c'est un coup de cœur pour un livre que je suis en train de lire, c'est celui de Denis Oliven, qui s'appelle L'étrange renoncement. Alors évidemment, c'est une allusion à L'étrange défaite, écrite par Marc Bloch en 1940, qui analyse les raisons franco-françaises de la défaite et les insuffisances françaises. Alors lui se livre à cet exercice à vos souhaits. À propos c'est que le premier, hein. D'accord. Pardon, Pardon. Donc, à propos du déclin de la France, et en pointant nos performances plus que médiocres, c'était un pays qui impose le plus le capital, qui dissuade l'investissement, le pays où on travaille le moins en Europe. On est tombé au 12e rang dans l'Union européenne en termes d'innovation. C'est une catastrophe. La mobilité sociale en panne, avec un système scolaire qui non seulement ne corrige pas les inégalités, mais les reproduit et les aggrave. Et puis il pointe les responsables, alors nos écologistes à nous qui découragent l'innovation, notre gauche qui tourne le dos à la méritocratie, à la valeur travail, etc., etc. Moi je trouve ça très bien qu'un homme de gauche, parce que c'est ça ce que j'allais vous dire, il est de gauche. Voilà. Parce que quand un homme de droite se livre à ce genre de constat, on l'accuse d'être décliniste, et c'est très vilain d'être décliniste, donc ça mérite qu'on ne s'intéresse pas à ce que vous écrivez. Et là, comme c'est Denis Oliven, ces constats ne sont pas d'une folle originalité. Il a le bon goût de s'en prendre à des mouvements de gauche qui se revendiquent comme tels pour pointer leurs responsabilités. Et c'est une lecture que je conseille à tous. Ça s'appelle L'étrange renoncement. Denis Oliven. Alors, qui on va faire? Un coup de gueule, François? Non, c'est un coup de projecteur sur une méthode qu'emploie Greenpeace là, et pas mal d'ONG pour faire passer des messages, qui est d'utiliser des fictions. L'avantage d'une fiction, c'est qu'on raconte absolument ce qu'on veut et qu'il n'y a pas de droit de réponse, et que bon. Et là, c'est habituel pour Greenpeace d'ailleurs. Voilà, fiction ou pas fiction. Sur le nucléaire, comme les centrales nucléaires françaises ont le mauvais goût de ne pas exploser, Greenpeace a fait une BD parce que ça permet de toucher les enfants, qui raconte un accident majeur dans une centrale nucléaire. Donc j'ai feuilleté, ça fait vraiment très très peur. Et c'est le but. Et cette BD, quand Julliard était à la télé, a été promue par le présentateur sur France 5. Tiens, voilà, une bande dessinée, accident majeur. Enfin, et c'est quand même impressionnant, parce que ça permet de faire passer des idées sans, encore une fois, que ce soit qualifié de travail journalistique. Non, c'est juste une fiction. J'ai déjà vu à la télé sur les OGM. Elle est vendue, elle est distribuée, mais elle n'est pas distribuée dans les écoles encore. Non, mais bon, elle est distribuée, donc, et ça affiche une trouille bleue. Mais il y a Brigitte Pistre qu'on avait reçue, qui est une maire d'une petite commune qui se bat contre les éoliennes et qui s'est fait un peu piéger dans cette émission. Elle était à la même émission, et elle a tweeté. D'abord, elle nous a remercié de lui avoir donné la parole et de l'avoir laissé parler, mais là, elle était censée parler de son combat contre les éoliennes dans les petites communes, et en fait, elle s'est retrouvée
dans un débat anti et pro-nucléaire pour lequel elle n'était pas du tout... elle a été un peu... oui, elle n'était pas préparée. C'est des débats religieux, le débat sur le nucléaire absolument. En France. Donc, mais oui, non, c'est son... Oui, Régis ? Je ne crois pas que ce soit des débats religieux, François. Je pense que les débats ont lieu. J'ai constaté une chose. Je suis pro-nucléaire. Hein. Hop, je le dis. J'ai constaté que des études d'opinion montrent qu'il y a quelques années, les Français étaient 38% à soutenir l'énergie nucléaire. Ils sont aujourd'hui 51%. Il y a un débat. Alors, sur cette bande dessinée que j'ai vue aussi, c'est du Greenpeace, hein, je veux dire. Mais il faut absolument que les gens qui pensent que le nucléaire est une des solutions, y compris au réchauffement climatique, il faut que ils soient offensifs. Il faut qu'il y ait un débat contradictoire. Je suis tout à fait d'accord sur le coup de projecteur. Hein, justement, on va pas leur reprocher, ils font ce qu'ils veulent, mais il faut qu'en face, les gens qui sont partisans de cette énergie entre guillemets propre s'expriment plus qu'ils ne le font d'ailleurs. Pardon, Régis, est-ce que vous voyez des partisans du nucléaire faire une BD à destination des enfants? Le moyen n'est pas innocent. Moi, je trouve qu'ils devraient le faire, mais bon. Non, mais on est toujours dans l'émotion. C'est plus facile de choquer surtout des enfants. Et de fabriquer de la peur. Qu'est-ce qu'on dirait si les fabricants d'eau minérale en bouteille faisaient une BD sur un groupe terroriste qui met du cyanure dans l'eau du robinet? C'est un peu ça, quoi. On fait peur aux enfants sur un truc. Les enfants dont on sait qu'ils sont déjà très affectés. Très affectés par ça, mais a priori, ce sont des parents un peu convaincus qui vont acheter ce type de BD, non? Non, c'est possible. A priori. Allez, on se retrouve dans un instant. Coup de cœur d'Alexandre et coup de gueule de Régis dans un instant. À tout de suite. Les débats, comme tous les jours, entre 11h et midi, avec Régis de Castelnau, avocat. Vous avez publié une justice politique aux éditions L'Artilleur. Vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire et vous avez un blog Vue du droit et vous tweetez beaucoup aussi. François Monboise, président de la FEVA, de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia. Et Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine. On va évidemment revenir sur ces chiffres absolument sidérant, effrayant. 330 000 personnes auraient été victimes de prêtres. C'est l'Église qui fait le ménage et c'est absolument sidérant. Faut-il un pass sanitaire en entreprise? Et puis, sondage IFOP et l'ascension d'Éric Zemmour se confirme. On continue notre tour de table. Oh, avant de vous donner la parole, j'avais envie de vous faire réécouter le son de Fabien Roussel qui s'exprimait après les premiers discours de Yannick Jadot. Écoutez. Quand je lis l'interview du candidat Jadot des Verts et que la première mesure qu'il met en place c'est de libérer les poulets, excusez-moi, mais moi la première mesure que je mets en place c'est d'augmenter les retraites et les salaires. Et je libérerai les poulets aussi pour avoir de l'élevage en plein air. Et pas que pour les poules et les poulets, pour nos ovins, pour les agneaux, les bœufs, voilà, oui, pour le plein air. Mais enfin la première mesure que je prendrai, ce sera de m'attaquer à cette question sociale. Voilà, donc libérons les poulets. C'est très bien, c'est très drôle et c'est très juste. Et ça a le mérite de montrer que Yannick Jadot, qu'on présente comme un modéré, en fait, il est modéré dans l'expression parce qu'il voulait être gagnant de la primaire et puis qu'il veut des voix à la présidentielle. Mais le fond de sauce est le même chez tous les écolos. Mais ça fait parler de lui. Pour l'instant, il a la chance de cocher toutes les cases. Voilà. Sous la forme échevelée de Sandrine Rousseau ou sous la forme sage de Yannick Jadot, ce sont les mêmes. Vous êtes pour la libération des poulets, Régis ? Oui, je suis comme tout le monde en dérive animaliste. Oui. Je veux dire, petit, j'ai vécu dans des fermes, etc. Et donc, on avait un rapport aux animaux qui était différent, mais je constate qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'étend. Personnellement, absolument. Je trouve ça relativement positif que tous ces élevages industriels, tous ces traitements des animaux, on les supporte d'autant moins qu'on les connaît plus, les animaux. On n'est plus on les voit plus, donc on idéalise, etc. Oui, alors, mais sur la hiérarchie, Fabien Roussel a raison. Sur la hiérarchie, Fabien Roussel a raison. On va commencer par s'occuper des gens et des gens qui effectivement, sur le plan matériel, sont dans des situations très difficiles. On s'occupera aussi des poulets. On fera du en même temps, peut-être. On fera du en même temps. Alors, votre coup de gueule, Régis ?
Alors, c'est le fameux Pandora Papers ou je ne sais quoi, qui est de nouveau une opération de communication parfaitement bidon, où on est en train de pointer un certain nombre de personnes pour lesquelles je n'ai pensé, Tony Blair, je n'ai aucune espèce d'affection, mais je trouve que c'est un peu une opération de diversion. D'abord, d'où vient-elle ? Elle vient quasiment du département des États-Unis. La fameuse association ICIJ est financée par des fondations américaines, par Soros, etc. Quand vous regardez la carte de ces, entre guillemets, optimisateurs fiscaux, il n'y en a pas un aux États-Unis. Puis quand vous allez un peu plus loin, vous apercevez qu'aucune des cibles n'appartient, significative, aucune des cibles n'appartient au pays du G7. Or, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Dominique Strauss-Kahn, la France, Guy Forget. Attendez, je parlais de des gens qui aujourd'hui ont de l'importance. Et j'entendais Élise Lucet en arrivant nous parler de DSK. DSK, c'est terminé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est une cible très facile. Qu'est-ce qu'on voit dans cette opération? Alors naturellement, tout le monde se donne bonne conscience, c'est affreux, etc. Ça n'est pas de la fraude fiscale, c'est de l'optimisation fiscale. Il y a aucune action illégale. C'est ce qu'on lui a dit à Élise Lucet. Elle a argumenté en expliquant qu'ils ont voulu enquêter sur DSK parce qu'il fait partie des 50 personnalités pointées dans ces Pandora Papers. C'est surtout le décalage entre l'ancien patron du FMI, l'ancien homme de gauche, qui a des pratiques qui ne sont pas forcément en adéquation avec ce qu'on imaginait de cet homme. Mais je le lui ai dit. Élise, Valérie, on n'imagine plus rien concernant ce pauvre DSK, c'est fini. Je veux dire, non. Là, quand je parle du G7, ce sont effectivement des mesures qui sont légales. Par conséquent, les pays ne mettent pas en place les moyens de lutter contre cette évasion, parce que c'est de l'évasion, et je pense que ça n'est pas sérieux. Et quant à trouver des cibles, moi j'en propose une à Élise Lucet. C'est tous ceux qui ont gravité autour de l'affaire Alstom. Le président de la commission parlementaire a transmis au parquet des informations, mais qui étaient accablantes. Sur des éléments de corruption, 160 millions d'euros d'honoraires inutiles qui ont été versés, et tous les gens qui ont été ainsi gratifiés, on les a retrouvés dans les principaux financeurs d'Emmanuel Macron pendant sa campagne. Et donc, le parquet a été saisi par le président le parlementaire, président de la commission d'enquête. Le parquet dort paisiblement. Donc je prends ça comme une opération un peu diversion, et j'aime pas beaucoup que justement on nous agite des chiffons rouges alors que les vrais problèmes, eux, ne sont pas examinés. Puis dernier point, les journalistes qui font ça, c'est sans danger. Il y en a d'autres qui ont trouvé le moyen de dénoncer des crimes de guerre. Je pense à Julian Assange, il est toujours en prison. Oui. Un mot sur ces... Vous êtes d'accord avec... Moi, ce qui me gêne, c'est que, effectivement, ce que j'ai survolé, la plupart des opérations sont légales, en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on reproche à des gens riches d'avoir choisi des pays où il n'y a pas d'impôt en étant cynique. C'est heureusement qu'ils ont fait ça. Oui. Alors, effectivement, il faut que l'OCDE, il faut que les pays luttent plus contre... l'évasion, s'ils considèrent qu'il ne doit pas y avoir d'évasion, mais que des gens riches en profitent, c'est logique. C'est malheureusement pas les plus pauvres. C'est peut-être comme ça en étant... On peut peut-être aussi inverser la chose et reprocher à Dominique Strauss-Kahn, lorsqu'il était ministre de l'économie et des finances, de ne pas s'être attaqué aux prélèvements obligatoires qui font de la France championne du monde. Absolument. Oui, mais ça n'empêche pas, quels que soient les pays... Mais aujourd'hui, c'est Bruno Le Maire. L'instinct de prédation et de gagner toujours plus est toujours présent. Donc on n'y arrivera pas tant qu'il n'y aura pas une vraie fermeture de ces places qui sont ultra privilégiées. Alexandre, c'est un coup de cœur. Oui, un coup de cœur. Alors évidemment, ça peut surprendre, mais c'est un coup de cœur en fait pour l'émission de Cyril Hanouna. Il se trouve que je me suis intéressé à cette émission depuis la rentrée. Je l'ai regardée à un certain nombre de reprises quand j'avais le temps, et très sincèrement, contre toute attente, en fait, je m'attendais à rester dans ce que j'avais comme souvenir, c'est-à-dire des séquences un peu trash et au bout du compte un divertissement bruyant. Et en fait, j'ai découvert une émission qui est plutôt bien faite, avec évidemment des confrontations qui sont extrêmement dures entre souvent des mondes qui sont vraiment opposés les uns aux autres, mais au bout du compte où il y a un débat, il y a un dialogue qui s'installe, il y a une façon d'échanger, d'évoquer les problèmes. Alors certes, on est bien sûr souvent dans des sujets qui sont dans l'actualité, mais cette actualité se buzz, comme on dit, c'est souvent le fond qui remonte, comme disait Victor Hugo, et les sujets qui sont traités sont quand même tout à fait en lien avec ce qui se passe chez nous, sont très révélateurs de la situation actuelle, du débat, de la fracture
de la société également. Mais c'est quand même très intéressant lorsque vous mettez des personnalités de premier plan. Vous avez par exemple Manuel Valls qui était venu il y a une quinzaine de jours. La séquence avec Manuel Valls était franchement très bien faite. On voit les hommes politiques dans une posture qui est différente et un niveau de réponse qui est différent de ce qu'on voit quand ils sont interviewés par Léa Salamé, par Nathalie Saint-Cric. Voilà, c'est très très différent et ça n'empêche pas que ce soit tout à fait intéressant et bien mené. Alors certes, ça part dans tous les sens. Certes, il reçoit parfois des gens qui sont très très douteux. Hein. La semaine dernière, il y avait soi-disant un islamiste qui s'appelle Yassine Pellatar, qui est évidemment pas très sulfureux, mais il leur donne la parole parce qu'il ne veut pratiquement laisser personne à la porte et il vaut mieux qu'ils aient cet espace de régulation. Lui se présente comme un médiateur. En tout cas, de temps en temps. Écoutez, vous ne pensez pas qu'il y ait une responsabilité quand on anime, quand on fait quelque chose, de faire venir de faire de vedettes, par exemple des gens comme De Visio, des gens qui ont un discours plutôt irresponsable. Mais ces gens en fait sont confrontés à leurs contradictions parce qu'il y a toujours en face dans les émissions de Cyril Hanouna des gens qui apportent la contradiction. Donc il y a une espèce de pas toujours. Hier, par exemple, alors on va continuer, mais hier, par exemple, il a reçu l'ami d'un jeune homme. Je voulais vous en parler. Un jeune homme de 20 ans qui s'est filmé en train de voler du matériel de sapeurs-pompiers, qui a ensuite publié, je crois qu'on a le son sur Instagram ou sur Twitter. Écoutez ce qu'il a publié. Je vais les niquer. Tu vas niquer quoi? Et je vais aller dans le commissariat. Allahu Akbar. Voilà, je vais les niquer à la Wakbar, papa. Et dans la vidéo, il fait ça. Hein. Ouais, bien sûr. Il a été arrêté. Il a eu une condamnation à un stage de citoyenneté. Et Cyril Hanouna invite son copain. Écoutez, moi j'ai vu l'émission comme vous. J'ai regardé cette partie-là en tout cas. Quand on a regardé l'émission, à la fin, en fait, l'ami du type en question, il était seul contre tous. Il n'a pas été défendu. Et ses arguments, il s'est enfoncé dedans petit à petit, parce qu'en effet, la séquence était totalement à charge. Sauf que le type, il a eu, entre guillemets, le courage de venir. Et en tout cas, ça a permis de parler. Venir, tout le monde veut passer à la télé. Non. Dans ce genre de posture, c'est pas très évident. Il a vraiment été seul contre tous et il était indéfendable. Et ça a été très bien mis en valeur par l'émission. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, je suis pas certain qu'il faille regarder ça tous les jours en permanence. Mais quand on s'emmerde, ce qui de temps en temps arrive sur des chaînes d'infos normales, zapper pour aller prendre un petit bol d'oxygène, et aussi de vraie vie et de vrais gens qui parlent de choses qui les concernent, ça mérite le détour. Moi, je suis relativement d'accord. Je déteste cette émission. Je ne peux pas la regarder, c'est impossible. Alors vous me direz, dans le même genre, on n'est pas couché. C'était des petits bourgeois qui se contemplaient le nombril. Là, effectivement, il y a un débat, c'est vif, il y a de la vulgarité qui affleure souvent, mais je constate que dans le rejet, j'essaye de me contenir, dans le rejet, il y a beaucoup de mépris social, parce que c'est une émission qui est populaire. Alors, populaire, ça charrie. Je suis pas du tout d'accord. Ça charrie du bon et du moins et clientéliste. Mais oui, d'accord. Et bien sûr, il est là pour faire de l'argent. Je ne sais pas si vous avez remarqué que c'est une marchandise et que quand Bolloré lui a fait un contrat en or pour qu'il reste là, c'était pour gagner des sous. Tout à fait. Mais là, je suis partagé. Je déteste cette émission, mais je veux éviter le mépris social et je suis assez d'accord qu'il y a des choses qui sont dites, des confrontations qui ont lieu, etc. Ouais, voilà. Moi, je suis pas du tout pour la suppression de l'émission de Cyril Hanouna. Non, mais il n'y avait pas question en plus. C'est pas le sujet. Oui, non, mais je suis pas non plus pour l'encenser comme un lieu de débat et de parole des vrais gens, parce que c'est pas le cas. Et le meilleur exemple, la meilleure illustration en a été, à mes yeux, son traitement de l'affaire de la jeune Mila, qui a été juste... C'est vrai ? Abominable. Je rappelle Mila menacée de mort, qui a perdu sa vie, en fait, obligée de se cacher parce qu'elle s'en était prise à l'islam. Et Hanouna a tranquillement expliqué qu'on ne pouvait pas tenir les propos qu'elle avait tenus, que c'était inadmissible d'insulter les religions, même s'il n'y avait pas d'interdiction de blasphème en France. Et il l'a fait à plusieurs reprises, avec la grasse complicité de rappeurs célèbres. Je vous assure que si confrontation il y avait, fallait vraiment tendre l'oreille pour entendre la voix des quelques très très rares défenseurs de Mila sur son plateau. Et en fait, là, Cyril Hanouna, comme souvent, exprimait l'avis de son public qu'il pêche parmi la minorité de jeunes, mais grosse minorité néanmoins, qui jugent par exemple qu'on ne devrait pas pouvoir interdire, insulter une religion en France. Voilà son public, c'est pas la France.
Non, c'est vrai, mais je crois que l'émission a du succès parce que c'est une émission d'engueulade, comme était l'émission de Pollack. Hein, et le service public a supprimé ça. À un niveau. TF1 a supprimé ça et c'est une bêtise pour le service public, je pense, de ne pas avoir fait une émission. Il y avait Tadei qui faisait un peu ça. Oui, mais Tadei, c'était. C'était un télo. C'était des engueulades intello. Oui, mais c'est les engueulades. C'était des engueulades. Et là, il fait une émission d'engueulade et les gens aiment bien en France. C'est l'engueulade du dimanche midi en famille où tout le monde s'engueule. On a un auditeur qui nous dit vous êtes naïf, Alexandre, c'est du buzz organisé. Mais attendez, ça, c'est vrai. On parle de buzz et vous expliquez effectivement que le contrat qu'il a signé avec Bolloré est destiné à faire du fric. Très bien, mais quand Paris Match. Qui ai dit ça, non, mais très bien, mais j'entends l'argument parce que de toute façon les médias aujourd'hui sont quand même faits pour faire de l'audience et de la rentabilité parce que derrière il y a pratiquement toujours un groupe et des gens qui ont besoin de faire du résultat. Regardez quand même la une de Paris Match avec Éric Zemmour dans l'eau. Est-ce que c'est pas fait pour justement vendre? Ils ont fait un super carton. Donc genre le modèle, il faut pas non plus arrêter de croire que le modèle est que bienveillant. Oui, mais on parlait de morale. Est-ce qu'on est dans une mais qu'est-ce qui est moral? Mais quand on écoute des émissions politiques sur la 1 ou sur la 2, où globalement le formatage intellectuel des journalistes, le niveau des questions, l'orientation, les choix de plateau qui sont faits, est-ce qu'on peut parler d'éthique ou de morale? Pardon, j'en vois pas beaucoup dans les médias aujourd'hui. On est obligé de choisir entre la peste et le choléra? Non, on n'est pas. Il faudrait peut-être s'interroger sur la qualité du débat public. Moi, je me souviens, on avait fait un sondage avec Sinopia il y a 3-4 ans sur ce sujet. Les Français disaient, 3/4 d'entre eux disaient, le débat public n'est pas au bon niveau. Il n'est pas au bon niveau. Mais qu'est-ce qu'on fait pour le soigner? Pour l'instant, on ne fait rien. Alors en attendant, il y a une présidentielle et vous verrez que. Est-ce que c'est ça? Je vous pose la question. Est-ce que c'est ça? Et c'est l'objet du livre de Cyril Hanouna. Ça fait bouger ce que les Français m'ont dit et je me pose en médiateur. Ça fait bouger les codes et d'une certaine façon, ça secoue un tout petit peu aussi la façon de présenter les choses et ça donne un point de vue différent qui peut permettre à des gens de se faire une opinion. Après tout, ça chasse aussi. Emmanuel Macron va chercher entre guillemets les jeunes et à les ramener à la vie politique. D'une certaine façon, c'est aussi une manière d'attirer un public qui était un peu éloigné. Allez, on marque une pause. On se retrouve dans un instant avec vous pour parler d'un autre phénomène, celui d'Éric Zemmour. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi avec Régis de Castelnau, François Monboisse, Alexandre Malafaille et Judith Weintraub. Nouveau sondage, dernier baromètre IFOP fiducial pour LCI et Le Figaro publié aujourd'hui. Éric Zemmour est crédité donc de 12 à 15% des intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle. Il gagne encore des points qu'il grignote sur Marine Le Pen et également chez LR. Ce matin, Frédéric Dabi faisait l'analyse selon laquelle il y avait effectivement un phénomène Zemmour indéniable avec une partie de population plutôt retraitée, plutôt CSP+, c'est-à-dire des gens diplômés qui adhéraient aux thèses d'Éric Zemmour. Judith Weintraub. Oui, moi je trouve pas ça très étonnant que Zemmour continue à monter parce que il met le doigt sur les omissions, voire les mensonges d'une partie de la classe politique. Quel est le paysage aujourd'hui? Vous avez Emmanuel Macron, toujours pas candidat officiellement, qui a totalement changé de discours sur l'immigration à l'occasion du discours des Mureaux. Vous avez deux favoris à droite. On peut même rajouter la volte-face de Michel Barnier, qui est désormais pour un moratoire sur l'immigration. Mais vous avez Xavier Bertrand et Valérie Pécresse qui, à des moments différents, ont quitté les Républicains au motif que le parti sous l'égide de Laurent Wauquiez courait après l'extrême droite, c'était insupportable. Et là, il y a surenchère de propositions plus dures que moi, tu meurs, contre l'immigration illégale et pour l'assimilation. Étonnez-vous que les Français qui, eux, pensent ça depuis longtemps, cette partie des Français qui pensent ça depuis longtemps, ça dit, tiens, enfin, un type qui dit la vérité sur un sujet qui nous importe et qui est traditionnellement minoré. Moi, le nombre de sondeurs, j'entends pas je parle pas de Frédéric Dabi, qui nous disent ah non, l'immigration, ça arrive très très loin dans les préoccupations des Français. Mais on n'en parle pas. Mais alors hier, Christian de Villeneuve, lui, s'étonnait que tout le débat soit confisqué par le thème de l'immigration. Parce que c'est un non-dit depuis 40 ans. Oui, François. Et parce que Zemmour impose ses thèmes. Moi, je pense que Zemmour monte et va monter tant que c'est des sondages, ça j'en suis sûr. Au moment du vote, peut-être pas, parce que les gens vont dire, mais attendez, ce type, il est tout seul, il saura pas faire. Et puis, quel est son projet pour la France ? Voilà. Mais pour un sondage, oui, c'est une bonne façon de dire merde à des sondeurs, quand on voit l'effet de turbulence que provoque Zemmour. Enfin, tout le monde ne parle que de lui.
à Avignon, je crois que les rencontres des macronistes, ils ont parlé de Zemmour énormément. C'est lui faire un honneur terrible. Et Zemmour a une parole, on en parlait il y a 10 minutes, une parole différente de tous les autres candidats et une parole qui fait sincère. Ouais. C'est-à-dire que les gens qui le critiquent, puisque tout le monde le critique, en gros, ce qu'il est de tous les journalistes le critiquent, personne ne lui reproche sa sincérité. Les gens disent il va trop loin, il est fasciste, il est d'extrême droite, il est raciste, mais personne ne dit il n'est pas sincère. Or, comme vient de le dire Judith, les candidats LR qui étaient plutôt à la gauche du parti se mettent à avoir un discours de droite. Et puis Marine Le Pen, on la connaît déjà. C'est le seul élément de nouveauté aussi, Zemmour. Et puis Marine Le Pen, je dirais Gérald Darmanin, elle a molli. Ouais. Elle a quand même dit pendant leur petit duel télévisé à Gérald Darmanin, mais l'islam n'a rien à voir avec l'islamisme. Mais c'est vrai, mais là vous parlez du fond. Moi je parlais de la forme. Je pense que sur la forme, Zemmour a un discours différent. C'est le seul nouveau. Tous les autres, on les a déjà vus. Hein. Yann Hidalgo, avec un parcours différent. Bertrand, on le connaît. Voilà quelqu'un de nouveau qui a un discours différent. Donc c'est pour ça que ça plaît aux gens. Oui. On vous a pas entendu, Régis. Alors je pense que je suis de l'avis de Judith. Éric Zemmour, il vient avec un discours iconoclaste et il est en train de faire péter des verrous qui avaient 40 ans. Hein, on parlait de Pécresse et Bertrand qui n'étaient intéressés que par leur stratégie et leur carrière, hein, qui ont pris des distances avec Wauquiez qui était présenté comme un nazi. Je veux dire, c'est pour beaucoup de gens insupportable. Je prends juste l'exemple de France Inter, que tous les citoyens payent et qui est devenue une espèce d'officine gauchisante. On a entendu Ruquier, ce matin Sophia Aram, enfin je veux dire. Et donc il y a le besoin de faire sauter un bouchon. Mais cela étant, je crois qu'il faut relativiser parce que effectivement, moi il y a des chiffres qui m'intéressent beaucoup. Il y a un moment, Zemmour c'est une évidence, la presse les médias se sont précipités dessus, ça résonne, etc. Donc incontestablement il monte. Mais aujourd'hui, vous avez 48% des Français, ça ce sont des études de fond, hein, 48% qui disent qu'ils s'intéressent déjà à l'élection présidentielle et vous en avez 52% qui disent non. On ne s'intéresse pas encore, hein, et dans les structures sociales de ces blocs, vous avez les couches populaires qui soutiennent Marine Le Pen, on le sait bien, hein, vous avez les couches populaires qui disent qu'elles ne s'y intéressent pas. Et les spécialistes, j'en discutais avec Jérôme Sainte-Marie, disent que c'est à partir de février que ceux-là vont se mobiliser. Pour qui, pourquoi, j'en sais rien. Hein. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça concerne une partie de la population qui est particulièrement sensible au thème mis en avant par Éric Zemmour et puis qui a envie d'une prise de parole, qui est content que ça pète un peu, pour utiliser cette expression. Je crois que j'ai du mal à voir que ça ait une autre signification qu'un moment particulier, mais que, comme dans toutes les élections présidentielles, hein, il y aura un moment où la mère de toutes les batailles va s'installer vraiment dans le paysage et que là, à nouveau, on sera en dehors des phénomènes médiatiques et on sera sur des courants politiques. Donc il vaut mieux pas en parler, c'est ça ? Si, mais bien sûr que si, c'est très intéressant. Bon, c'est passionnant même. On va marquer une pause, on se retrouve, on continue à en parler, puis on parlera de la pédocriminalité dans l'Église. À tout de suite. On est ensemble pour débattre et commenter l'actualité. Vous vouliez revenir, Alexandre Malafaille, sur les sondages. Ouais, juste un mot pour dire d'abord que j'ai quand même été très intéressé de voir l'état de la gauche, parce que dans ce sondage, quand même, absolument, quand on fait la somme de l'ensemble des intentions de vote à gauche, on est à moins de 25%. Ouais. C'est quand même assez révélateur de ce qui se passe. Et si la droite n'y fait pas gaffe, avec l'arrivée d'un Zemmour dans le jeu, dans pas longtemps, ils seront dans le même état d'éparpillement façon puzzle. Hein, ça, c'est très clair. Alors c'est vrai qu'on a un problème de fond à droite, c'est que pour l'instant personne ne s'impose. Donc de fait, ça laisse de la place. Alors il y a le caractère de nouveauté évidemment d'Éric Zemmour. Il y a aussi une Marine Le Pen qui s'affadit. Donc pour l'instant, on en est là. Maintenant, c'est vrai que la campagne est longue. Hein, on a encore 6 mois avant le premier tour. On a encore toutes les chances pour que les cartes soient encore bien à rebattre. Mais je trouve qu'effectivement, quand même, il ne faut pas perdre de vue que quand on pose les bonnes questions, ce que faisait Jean-Marie Le Pen pendant très longtemps, eh ben, en général, on favorise une certaine forme d'attractivité. C'est vrai que Zemmour, on aime ou on n'aime pas, mais à un moment donné, il met le pied dans un certain nombre de plats et ça fait forcément plus le buzz que ceux qui ne le font pas. Oui, 24 à 27% d'intention de vote pour Emmanuel Macron. Marine Le Pen reste tout de même au-dessus des 20%, même si, comme le dit Frédéric Dabi dans le Figaro ce matin, elle n'est pas en dynamique. Mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron a un socle extrêmement et là extrêmement encore, élevé. il a le chéquier de la France entre les mains, le quoi qu'il en coûte. C'est vrai qu'il y a pratiquement une décision par jour qui fait plaisir. Donc c'est sûr
que c'est facile dans ces conditions de faire la présidentielle en tête. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a quand même un très gros écart entre sa cote de popularité, qui dépasse les 40%, et les intentions de vote. Même Sarkozy, qui avait un décalage entre sa popularité et son intention de vote, n'était pas à ce niveau-là. Il y avait 10 points. Là, on est à presque 20 points d'écart, c'est beaucoup. Alors, je voulais vous faire écouter Jean-Marc Borrello, qui est un des marcheurs, des proches d'Éric Zemmour. Ça explique... Non, pas d'Éric Zemmour. Pas d'Éric Zemmour, décidément. Je suis lobotomisée. Non, d'Emmanuel Macron, justement. Et alors, vous allez voir... Cyril Hanouna n'est pas candidat. Hein. Non, je sais. Mais et écoutez ce qu'il dit. C'est assez symptomatique du peu de réponse qu'a l'opposition face à un Zemmour. Écoutez. J'ai découvert ce matin un virus nouveau à 15% du corps électoral. Et il se traduit par des désordres mentaux, un peu de machisme, un peu de racisme, un peu d'homophobie, mais Olivier, j'ai repéré la maladie et nous allons la combattre parce que ça s'appelle l'arrivée de la peste brune. Donc voilà, donc c'est débile, c'est débile. Non mais ça ne fait que monter Éric Zemmour. Vous l'aviez entendu, Régis ? Oui, mais le niveau est tellement lamentable. Bon, il n'est pas le seul à être stupide, mais ça, on touche des sommets là. Il a un phénomène en face de lui qui est important, qui dit beaucoup de choses. Et c'est en ça que je dis qu'il est passionnant, même s'il ne me plaît pas beaucoup. Hein. Et si j'ai pas regardé le débat hier, c'est que je savais ce que Éric Zemmour y dirait. Donc, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette façon de réagir moi, je suis persuadé depuis fort longtemps. Je peux me tromper, mais qu'on aura le match retour, hein, qu'on a beau se contorsionner dans tous les sens, on aura le match retour de 2017, on aura Macron et Marine Le Pen au deuxième tour. Si je me trompe, écoutez, je ferai amende honorable, mais simplement ce que je veux dire, c'est que le bloc élitaire, identifié par Jérôme Sainte-Marie, il est organisé. C'est pour ça que Macron reste solide à ces altitudes-là. Les couches sociales qui le soutiennent sont organisées, ont fait leur choix depuis longtemps. Le bloc populaire, entre guillemets, est complètement hétérogène. La partie la plus populaire reste derrière Marine Le Pen, puisqu'elle fait des dos au premier tour chez les ouvriers que le Parti communiste à la meilleure époque n'a jamais fait. Et donc, mais en dehors de ça, c'est effectivement éparpillement à droite, éparpillement à gauche, parce que non mais là, mais sur la réponse, on voit Jean-Marc Borrello qui insulte Éric Zemmour, qui emploie des mots très forts. Il le traite de virus, il parle de peste brune. C'est quoi? C'est le seul argument qu'on a aujourd'hui. D'où sort ce monsieur, Valérie? D'où sort ce monsieur? Ça a été le casting de Jean-Paul Delevoye qui a fait sur CV. On a vu arriver des improbables partout. Enfin, le niveau est lamentable. Regardez les résultats que ce parti a fait dans toutes les élections intermédiaires. C'est minable. Mais ces gens n'ont rien appris en fait de la réalité, de la vraie vie des vrais gens, c'est à croire, et de la façon de faire de la politique pour combattre des gens qui à un moment donné viennent avec des idées. Parce que si on mettait Borrello face à Éric Zemmour, on verrait le résultat aussi. Il faut être capable d'aller affronter un type sur le terrain du débat des idées. Zemmour, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais il faut à un moment donné être capable de lui répondre autrement que comme ça. Sinon, vous ne faites que ce qu'on a toujours fait une fois de plus. Vous dressez les blocs les uns contre les autres et vous renforcez les soutiens et vous renforcez les adversaires. Et on continue à fracturer le pays. C'est absolument pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Et surtout, il faut travailler. C'est-à-dire qu'il faut venir en ayant bossé, en ayant les arguments. Et ces gens-là, non. Ça, je pense que c'est lamentable. C'est d'ailleurs Édouard Philippe, autre information de la semaine, Édouard Philippe crée son parti. Je crois qu'il a parfaitement compris. Oui, absolument. On va passer donc à l'information du jour qui concerne ces chiffres absolument sidérants. Pédocriminalité dans l'Église. 330 mineurs auraient été victimes ou ont été victimes. 330 000. 330 000, j'ai dit quoi? 330. 330 000, effectivement, auraient été victimes de prêtres, de religieux ou de laïcs en mission pour l'Église depuis 1950. C'est ce qu'a conclu le rapport Sauvé. 216 000 personnes de plus de 18 ans ont fait l'objet de violences ou d'agressions sexuelles pendant leur minorité, donc de la part de religieux entre 1950 et 2020. Donc l'Église ce matin demande pardon. On a l'impression qu'ils s'en sont pas rendus compte.
C'est difficile de dire s'ils ne s'en sont pas rendus compte. Il y avait certainement des signaux faibles. Le rapport Sauvé, j'ai écouté Jean-Marc Sauvé ce matin, disait qu'en fait les signaux faibles n'ont pas été écoutés. Est-ce que ça a été mis sous le tapis pendant très longtemps parce que c'était très difficile d'accepter et d'admettre? En tout cas, on peut faire le procès du passé et de dire que ça n'a pas été fait. Maintenant, c'est fait. D'une certaine façon, il y a une forme de volonté d'assumer et de le faire de manière parfaitement transparente et quelque part ce devoir-là de mémoire et de prise de responsabilité, il est essentiel. Moi, à titre personnel, je suis effondré parce que je suis chrétien, je suis catholique. Je découvre l'ampleur de ce désastre. Je trouve ça absolument considérable. Il va falloir reconstruire derrière pour l'Église dans le monde d'aujourd'hui qui parle, on parlait de fracture, qui est un peu dans tous les sens, avec cette désaffection pour les religions et pour la religion catholique en particulier. C'est vrai que c'est un très mauvais signal. Après, il faudra essayer de réparer et surtout d'en tirer les bonnes leçons, parce que dans le rapport Sauvé, il y a beaucoup, je crois, d'enseignements sur le retour de l'expérience. Comment on a pu en arriver là? C'est qu'est-ce qu'on peut faire après pour renvoyer effectivement des messages positifs? Et puis des questions de fond se posent. C'est parmi les questions qui se posent, c'est finalement la nature humaine étant ce qu'elle est. Comment on fait avec des jeunes qui sont en crise de vocation, qui tout d'un coup disent je vais embrasser la carrière du service de Dieu pendant toute ma vie? Comment on fait pour lutter contre toute sa nature humaine, contre toutes ses pulsions, et dans un environnement où jusqu'à présent, en fait... Donc le mariage est en tout cas, la question du célibat, la question de la honte, la question du sexe qui est un péché, toutes ces questions-là ont forcément fait qu'à un moment donné, voilà, malheureusement, ce sont les enfants qui ont été les exutoires de pulsions et de refoulements. C'est redoutable, mais je pense que c'est aussi comme ça qu'il faudra nommer les choses. Oui. Je voudrais faire deux observations, Valérie. Premièrement, c'est un phénomène, c'est terrifiant de voir phénomène de masse. Hein, le nombre, c'est colossal. Hein, et là-dessus, il faut que l'Église... alors, elle reconnaît, elle se confesse, elle demande le pardon. Très bien. Mais le problème, c'est pourquoi ça s'est produit. Et vous venez de le dire, avec l'histoire des prêtres, des vocations, etc. Peut-être, mais pas seulement. Ça, c'est la première observation. Phénomène de masse qui en dit long, malheureusement, sur la nature humaine. Mais le deuxième, c'est, une fois de plus, je vais utiliser mon privilège de l'âge. Moi, j'ai connu ces époques, tout le monde savait, mais il y avait un non-dit. Il y avait un non-dit dans les familles, etc. Il y avait un refus de le prendre en compte. Hein. Attendez, bien évidemment que les enfants qui étaient victimes de ça en parlaient, etc. Mais il y avait un refus de le traiter, de le prendre en compte. Et là aussi, sur ce point-là, il va falloir que l'Église s'explique. Alors, c'est pas devant un tribunal, mais il va falloir qu'elle travaille sur les raisons qui ont amené, à un phénomène de masse, 2, à un non-dit qui faisait qu'on ne s'en occupait pas et qu'on a laissé faire trop longtemps. La religion a eu un poids, l'Église a eu un poids très fort pendant très longtemps. Moi, je suis un peu étonnée qu'on parle de la sexualité, de la vision du sexe par l'Église. Bon, je ne suis pas catholique et je ne suis pas croyante. Donc, je parle en observatrice très, très extérieure. Moi, j'ai l'impression qu'une partie de la réponse, c'est que l'Église se présente comme détentrice de la morale. Et que parmi les gens qui savaient, et je pense notamment à ces familles et à ces enfants qui ont eu vraiment la double peine, non seulement violés ou malmenés par des prêtres, mais en plus ne pouvant pas le dire dans le milieu familial parce qu'il y avait eu adhésion et communauté de valeurs entre l'Église et leur famille. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un syndrome... un syndrome de Stockholm. Un syndrome, il ne faut pas désespérer Billancourt. C'est version catholique. C'est-à-dire, certes, l'Église pêche, mais il faut que la morale soit sauve et que les institutions soient sauves. Oui, François. Moi, je crois que ça pose la question du célibat des prêtres, parce qu'il n'y a pas d'affaire de cette ampleur avec des pasteurs protestants, des rabbins ou des imams. Il y a peut-être des cas isolés, mais il n'y a pas cette ampleur de l'affaire. Et je suis d'accord avec vous sur les frustrations. C'est-à-dire qu'on impose à des hommes qui choisissent ce métier d'avoir zéro vie sexuelle du tout. Je pense qu'il y a des frustrations, il y a des refoulés qui débordent sur des gamins. Mais comment l'Église peut répondre à ça? C'est des perversions. C'est pas dans les textes. Le célibat, d'ailleurs, les protestants partent des mêmes textes. Le célibat des prêtres ne provoque pas nécessairement des perversions. La pédophilie, non, mais il provoque des frustrations.
Les pulsions sexuelles pour les enfants impubères, ça n'est pas. Je veux dire. D'accord, c'est pas une femme. Je sais qu'il y a des hommes mariés qui sont pédophiles, bien sûr, mais je pense qu'il y a quand même un lien. Enfin, dans tous les milieux qui s'occupent d'enfants, laïcs ou religieux, vous avez un taux de pédophilie bien plus important que dans l'ensemble de la société. Oui, un auditeur, Olivier, me dit 12 millions de mariages forcés de mineurs dans le monde. C'est dans le Figaro, toute religion confondue. Il faut élargir le débat. C'est encore, mais c'est un autre sujet, mais qui touche aussi à la pédophilie et à cette question. Donc Camille nous dit: je suis quarantenaire, j'ai la nausée de découvrir toutes ces personnes dans les années 70-80 qui fermaient les yeux, pas que dans l'église. Le manifeste signé par Jack Lang, par exemple, chez Pivot, où on voit des écrivains ne pas s'offusquer. Donc là, il fait référence à l'affaire Masneff. Donc c'est vrai que les temps changent aussi. Maintenant, moi, la question, c'est qu'est-ce que ce rapport va changer au-delà certainement d'une reconnaissance pour les victimes. On marque une pause, 0826 300 300. À tout de suite. On est ensemble jusqu'à midi. On continue. Nous continuons à débattre et à parler. Je vous signale ça n'a pas de rapport, mais quand même, l'Église a quand même un sacré ménage à faire. L'Assemblée nationale va débattre aujourd'hui sur l'interdiction des thérapies de conversion en France. Les thérapies de conversion sont des conversions qui se passent dans les milieux catholiques un peu extrêmes, qui tentent à convertir des homosexuels, qui sont absolument abominables, qui sont abominables, l'isolement, les remettre dans le droit chemin. Et les remettre dans le droit chemin, c'est-à-dire lavage de cerveau. On a eu le témoignage d'un jeune homme qui était absolument terrifiant, et ils le font de bonne foi. Les parents pensent bien faire en disant qu'on peut guérir de l'homosexualité. Donc l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais et c'est pas pour relativiser ce que vous venez de dire. Il n'y a pas que les catholiques. C'est pas pour relativiser ce que vous venez de dire. Je partage absolument. Mais ça serait bien aussi que l'Assemblée se penche sur cette circulaire de l'Éducation nationale qui veut faciliter la vie des transgenres enfants. Mais j'ai pas vu à quel âge ça très jeune enfant. Et là aussi, on tombe dans un truc épouvantable, un phénomène de mode, à un âge où les enfants s'interrogent sur leur identité, leur fournir comme ça des réponses militantes me paraît devoir être soumis au minimum à l'interrogation. On a une auditrice qui voulait réagir sur ce sujet. Simone, bonjour. Oui, bonjour. Moi, c'était plutôt ce qui m'a fait réagir, c'est d'entendre des personnes qui étaient là dire que l'absence de femmes facilitait la pédophilie. Non, hein. Non, ça il faut pas. On le voit très bien d'ailleurs, ça se passe dans les couples, ça se passe dans la famille. Non. S'attaquer à un enfant, c'est pervers. Vous avez tout à fait raison. Alors on l'est dans tous les milieux parce que vous avez des pervers partout. Mais on ne va pas dire que c'est parce qu'ils n'ont pas de femmes. Non, c'est parce que chez les curés, il y a des pervers, comme il y en a chez les enseignants, comme il y en a partout. Chez les médecins, il y en a partout. Voilà, oui, il y en a partout, mais l'ampleur, visiblement, dans l'Église catholique, surprend. Peut-être, mais elle surprend, mais il ne faut pas dire que parce que vous non, mais je suis d'accord avec vous. Un être humain manque de quelque chose, un homme manque de femme. Non, mais attendez. Mais je suis d'accord avec vous. C'est un petit peu ce dont on a parlé pendant la coupure à un moment, en disant être attiré par un enfant, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. La aggravante pour l'Église, c'est qu'elle se prétend autorité morale et qu'elle est une institution. C'est ça. Mais j'ai envie de dire, et de façon très triviale, c'est parce qu'ils n'ont que ça sous la main, non, les prêtres Non, je crois pas. Je partage l'avis de l'auditrice. C'est une perversion. C'est une perversion. Mais alors pourquoi il y en a autant dans l'Église ? Je crois qu'il y a des frustrations. Il faudrait faire le rapport entre nombre de prêtres et nombre de victimes. Voilà, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que l'impunité, le silence gêné, etc., faisait que, effectivement, vous avez dans les affaires concernant Barbarin, ce qui était reproché à l'Église, c'était d'avoir laissé pendant très longtemps des gens dont on savait qu'ils étaient fragiles ou en tout cas pervers pendant longtemps. Donc, si on fait le ratio, c'est terrifiant. 300 000. Si on fait le ratio, c'est terrifiant. J'aimerais que le chiffre soit rapporté au nombre. Bah oui, ça fait 100. Ça fait une centaine de victimes. Ça fait une centaine de victimes par prêtre ou personnel éducatif. Une centaine, c'est beaucoup, une centaine par soignant. Non. Si vous faites ça pendant 10 ans, si vous allez au caté, si vous avez le patronage, si vous avez les camps scouts, etc.,
Désolé, mais... Après, ce qui serait intéressant, c'est de ramener ça en termes de ratio sur la population, pour dire finalement quel est le taux de pervers, si on considère qu'effectivement ce sont des pervers, et bien sûr, quel est le taux de pervers chez les hommes en général. Voilà. Allez, je voudrais qu'on dise quelques mots tout de même sur les masques en entreprise. Au bureau mais sans masque, c'est un sondage Ipsos Soprasteria. Oui, Steria, la part des travailleurs ne souhaitant plus couvrir leur visage sur leur lieu de travail atteint 74%. Heureusement que vous êtes à distance, oui, Régis. 80% des cadres, 79% des ouvriers, 69% d'employés veulent en finir avec cette mesure et 67% des personnes sondées se disent même favorables à la généralisation du pass sanitaire en entreprise. Plutôt pass ou plutôt masque. Le pass sanitaire existe déjà pour certaines professions. Est-ce qu'on doit le généraliser pour pouvoir retirer le masque ? Je suis pour la vaccination obligatoire en entreprise. Alors je sais que je vais faire hurler, mais ça m'est complètement égal. Le vaccin et les vaccins à 1, 2, 3, 4 ou 5 doses sont les meilleurs moyens qu'on ait trouvés jusqu'à présent pour éviter de finir en réanimation ou de finir tout court, pour réduire la transmission. Ils ne sont pas la panacée, ils sont le seul moyen. Oui, François ? Moi, je préfère le pass sanitaire au masque. Que les gens n'aiment pas mettre le masque, bien sûr, ça en kikine tout le monde, le masque. Hein. Mais on l'a mis quand il n'y avait pas le vaccin. Maintenant qu'il y a le vaccin, pour moi, c'est le pass sanitaire. C'est pour ça que je n'ai pas compris que le gouvernement lève le pied sur le pass sanitaire au moment où les gens commençaient à avoir l'habitude systématiquement de sortir leur téléphone et de montrer dans tous les cafés, dans tous les restos. Et je trouvais un peu bizarre qu'on arrête tout. Alors, pour le remettre peut-être, on a tout arrêté au moment où l'Italie était en train, juste à côté, l'a imposé dans toutes les entreprises. L'impose dans toutes les entreprises. Je discutais avec un hôtelier qui m'expliquait qu'à partir du 15 octobre, tous les gens qui n'auront pas le pass sanitaire ne seront plus payés, mais ils ne pourront le savoir que le 15. Donc c'est très pratique, mais en tout cas ça va être extrêmement et c'est notre voisin, drastique. Donc c'est... Non mais ça, on est un peu on se questionne sur l'harmonisation. Vous Alexandre, c'est le pass sanitaire, vous nous l'aviez dit la dernière fois, c'est une atteinte à la liberté. Non, mais le pass sanitaire, la question, c'est la proportion. Est-ce que dans le contexte actuel, ça se justifie d'aller vers une forme de nouvelle contrainte dans le monde des entreprises ? Pour l'instant, les indicateurs ont l'air d'être rassurants et il faut s'en réjouir. Il y a toute une série de raisons qui concourent à ça. La vaccination, les faits que les Français ont quand même fait preuve de beaucoup de responsabilité, que le port du masque a été généralisé presque partout. Voilà, maintenant, il y a des bons indicateurs. Il y a un moment donné, il faut savoir sortir ou terminer avec une crise. Voilà, si en effet, ça devait repartir, il faudra prendre des mesures. La décision de savoir s'il faut mettre un pass sanitaire en entreprise ou pas et de faire porter sur les employeurs ce rôle de contrôle supplémentaire, c'est une question sur laquelle on peut débattre. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, il faut là encore essayer de travailler beaucoup sur la responsabilisation des Français. Et puis aujourd'hui, il faut regarder les choses en face. La réalité, c'est quand même que l'essentiel des gens qui bossent aujourd'hui sont vaccinés. La très grande majorité. Donc rajouter une contrainte supplémentaire, est-ce que c'est utile ? Et en revanche, je comprends que les gens se disent, bon, si on est vacciné, si on a fait le job, si globalement ça va, on peut peut-être tomber les masques. Parce qu'en effet, à un moment donné, c'est pas un mode de vie, c'est pas sympathique de travailler avec un masque toute la journée, c'est même très difficile de le faire, c'est même très pénible. Donc voilà, je pense qu'à un moment donné, voilà, il faut savoir sortir d'une crise si on en est sorti. Régis ? Alors, je pense que je serais en tendance que, comme Judith, c'est-à-dire que pour la vaccination obligatoire, alors si ce n'est que il semble qu'il y ait un socle vraiment dur, hein, c'est 10% de la population qui soit pour des tas de raisons opposées. Bon, écoutez, c'est très irrationnel, mais c'est comme ça. Le problème du pass sanitaire, c'est que c'est une mesure d'atteinte à la liberté incontestable, hein, mais on en a tous les jours des atteintes à la liberté, et qui avait pour but non pas un intérêt sanitaire, c'est pas vrai, mais obliger les gens à se vacciner. Et ça a été une réussite. Ça a été une réussite incontestable. Il y a eu des effets de pédagogie. Les gens qui ont finalement été se faire vacciner parce que, après tout, etc., pour être tranquille. Maintenant, ça va, quoi. Je veux dire, on prend les choses en face, ou bien on passe à la vaccination obligatoire, mais enfin, à partir du moment où vous avez 10-15% de la population qui n'est pas vaccinée, ça réduit considérablement le nombre de personnes susceptibles de faire de formes graves et d'impacter, j'aime pas beaucoup ce terme, mais utilisons-le, impacter le système hospitalier. C'est ça le problème. Merci à tous les quatre. Dans un instant, c'est André Berkoff qui sera avec vous. Très bonne journée sur Sud Radio.